Bonjour à tous, déjà merci d'être là, merci de nous inviter. Voilà, Emmanuel et moi on s'est rencontrés chez Airbnb il y a 4 ans et en fait on a créé un club qui réunit à peu près tous les 2 mois les dirigeants des entreprises technologiques et les fondateurs des boîtes tech. L'idée c'était vraiment de pouvoir partager en fait les enseignements, parce que voilà, l'un travaillait chez certains chez Airbnb, d'autres chez Facebook, d'autres avaient entrepris chez Blablacar. Et on avait vraiment beaucoup de choses à échanger sur plein de sujets, que ce soit le recrutement, que ce soit sur la croissance et autres. Et donc, voilà, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir finalement élargir en fait tout ce qu'on avait pu apprendre, en fait, élargir le cercle en justement créant cet ouvrage. Et donc ces entrepreneurs, c'est des personnes qu'on a rencontrées grâce à nos aventures professionnelles. Ça a pu être lors de partenariats, à des conférences. Et puis et d'autres entrepreneurs nous ont présenté encore d'autres entrepreneurs. Et donc on a interviewé en tout 50 pour cet ouvrage. Et pourquoi avoir écrit ce bouquin-là sur l'entrepreneuriat en fait? Quelle est votre ligne éditoriale, ce qui est différenciant d'un autre bouquin sur le domaine? Alors en fait, dans le cadre de ce club qui est ultra informel, c'est-à-dire qu'à part moi qui suis en petite souris chez Eris Capital, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de prestataires, il n'y a pas d'agence. Il y a uniquement des dirigeants et des entrepreneurs. Et on s'est rendu compte que le niveau de discussion n'était pas du tout celui qu'on attendait. Nous, on s'attendait à ce qu'on parle de neutralité du net, de grande taxation, d'Europe. Pas du tout. En fait, leur vrai sujet de préoccupation au quotidien, c'est comment je recrute, comment je lève de l'argent, comment je m'en sors quand j'ai pas d'argent, comment j'arrive à vendre mon produit, comment je pars à l'international. Et on est sur des problématiques ultra humaines qui obsèdent tous les dirigeants et tous les fondateurs de start-up. Et ce sont ces éléments-là qu'on a voulu partager. Nous, on a la chance de les côtoyer. Moi, je travaillais pendant 2 ans chez BFM Business, où je m'occupais des émissions justement sur la tech. Et je les voyais dans la salle d'attente en train de passer leur coup de fil. Et je me dis que tous les dirigeants et tous les entrepreneurs aujourd'hui en France n'ont pas accès à ces personnes-là. C'est un peu les secrets qu'on a dans les dîners en ville. Et on s'est dit qu'en fait, les dîners en ville, ils sont faits pour être ouverts. Et ce livre-là, c'est comme si vous dîniez avec les entrepreneurs. En fait, c'était très intime. Ils sont ouverts à vous, en fait. Ça montre du coup un visage plus sincère de ce qu'on peut voir ailleurs. Justement, vous parliez d'argent. La France n'est pas un pays super business-friendly. Quel est le rôle de l'État, des business angels? Comment on lève de l'argent aujourd'hui en France? Alors, aujourd'hui en France, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est sans doute un des pays en Europe les plus business-friendly. Lever de l'argent n'est pas si difficile. Aujourd'hui, vous avez environ 10 000 startups en France. Plus de la moitié à lever de l'argent auprès de BPI France, auprès d'organismes publics. L'ancienne Oseo, etc. Exactement. Donc aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur et si vous n'arrivez pas à récupérer une bourse ou un financement de BPI, de votre région, de la ville, de votre ancienne école, posez-vous des questions sur la viabilité de votre projet. Aujourd'hui, il n'est pas difficile d'avoir de l'argent au début. Là où ça devient plus difficile, c'est quand vous grandissez. Mais aujourd'hui, l'argent en France, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a les derniers chiffres qui sont sortis. Il y a plus d'argent qui a été investi en France que dans n'importe quel pays de l'Union européenne sur les startups. D'accord, intéressant. Les caractéristiques communes de ces entrepreneurs? Les caractéristiques communes, ça va être de régler un problème. Ça va être vraiment ça. Régler un problème. Ils sont tous. Le succès vient du fait qu'ils ont été confrontés à un problème et ils ont été mus par la passion de régler ce problème. Ouais, l'idée, c'est voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs. Hein. D'ailleurs, si on prend les jeunes, c'est la moitié des 18-25 ans qui veulent être entrepreneurs. C'est vrai, et c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question du pourquoi. Voilà, pourquoi je veux entreprendre. Il ne s'agit pas voilà, de faire ça pour un effet de mode ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc voilà, ça va être de régler un problème. Après, on va peut-être vouloir aller plus loin. Il y a des personnes qui vont être vraiment passionnées par la création d'un produit. Par exemple, si je prends un Fred Potter qui a créé Netatmo, c'est ce qui le passionne. Il y a d'autres personnes qui vont être plus passionnées pour envoyer un message ou pour créer des communautés.
mais au final, ce sera vraiment de régler un problème. Si vous étiez là dans la salle il y a une demi-heure pour écouter Hugues Lebret, il vous expliquera que le problème principal était l'accessibilité à une carte de crédit, l'accessibilité à un compte pour ceux qui ne peuvent pas, qui ont des moyens très limités et qui ne veulent plus être pénalisés et ne pas avoir accès à une banque. Donc quand vous ouvrez un compte Nickel, vous avez accès à une carte de crédit, quelle que soit votre situation. Et aujourd'hui, l'entrepreneur qui réussit est celui qui veut régler un problème. Pas celui qui veut créer une boîte, pas celui qui s'ennuie et qui ne veut pas de patron. Ça, c'est la pire raison de créer une start-up. La pire. C'est pas l'argent, en tout cas. En tout cas, c'est pas l'argent pour tout le monde. D'accord, c'est pas le déclencheur de non, parce que c'est un peu comme si vous vous lanciez dans la télé-réalité en pensant gagner de l'argent. Vous allez surtout vous exposer. Quand vous êtes entrepreneur, donc ça va peut-être durer quelques mois, quelques semaines, quand vous êtes entrepreneur, vous avez un ratio, en tout cas au début, de rémunération par rapport au temps investi. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement rentable. Mais après, la passion, et si vous êtes bon dans l'exécution, si vous montez la meilleure équipe, vous arrivez évidemment à faire, avoir une très belle boîte, à faire, pourquoi pas, vous vendre un très beau groupe. Mais non, c'est vraiment, c'est comme disait Anne-Sophie, c'est régler un problème. Et les gros écueils les plus classiques d'un entrepreneur tout au long de son chemin à part la levée de l'argent, hein, bien entendu, mais et le fait de ne pas se payer. Oui, alors il y en a plusieurs en effet. Attendre trop longtemps avant de lever d'argent. Hugues d'ailleurs le mentionnait tout à l'heure. Faut faire attention à ça parce qu'on se retrouve, on n'est plus en situation de force. Et donc du coup, mais trop tôt, on est dilué. En fait, c'est pas une question de tôt ou de tard, c'est une question de pertinence de votre modèle. Si demain vous avez un énorme besoin de cash, vous créez typiquement une boîte de hardware, des produits physiques, vous allez devoir payer une usine, vous allez pouvoir payer du design. Là, vous avez besoin de lever de l'argent très tôt. Donc, c'est même pas une question de dilution, c'est une question de nécessité. Si vous avez un modèle où vous vous rémunérez assez rapidement, un modèle un peu d'agence, de conseil, il vaut mieux effectivement attendre pour lever de l'argent et passer quelques mois, quelques longs mois à ne pas vous rémunérer. Mais la dilution est un sujet qui est lié à votre modèle inhérent. À la phase. Les autres écueils? Aller à l'étranger trop vite avant d'avoir un modèle stable, voilà, donc quel que soit dans le pays, on se lance, voilà, s'assurer d'avoir un produit qui marche, et puis quand on va à l'étranger, bien étudier évidemment le marché avant d'y aller. Et on a des exemples, par exemple, de personnes qui se sont lancées à l'étranger parce qu'il y avait une personne qui les avait contactés sur LinkedIn. Coucou, j'ai envie d'être ta country manager Allemagne. Bon bah, il y a quelqu'un qui va m'aider, j'y vais. Non, quand on va à l'étranger, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il va falloir que le produit soit adapté, il va falloir que les moyens de paiement soient adaptés. Il va falloir traduire tout simplement aussi tout votre produit. Voilà, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions parce que ça demande aussi beaucoup de ressources. Après, il y a aussi des sujets très humains de recrutement, de mauvais recrutement. Fred Potter, justement, le fondateur de Netatmo, nous disait que le boulot de l'entrepreneur, du dirigeant, c'est de faire en sorte que ses équipes aient un bon produit, de quoi financer leur travail et de virer les malveillants. Et il le dit comme ça. Il dit, s'il y a des personnes qui empêchent les autres de travailler correctement, c'est le rôle du fondateur, de la fondatrice, de se débarrasser de ces personnes-là. Parce que ce sont elles qui font du mal à l'entreprise, qui démotivent les équipes. Et ça, dans les écueils, beaucoup nous ont parlé de pas avoir osé virer les personnes au bon moment, parce qu'ils en étaient trop proches, parce que c'était de leur famille, parce que ces personnes-là avaient un historique dans la boîte. Parce qu'ils ont rejoint en effet le projet très tôt. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir, c'est au début, voilà, vous allez avoir cette founding team, vous allez créer cette petite équipe autour de vous, et vous avez des personnes qui sont très très fortes pour faire grandir une entreprise de 0 à 100 employés, mais après, c'est un autre métier de faire grandir une entreprise après, au-delà. Et c'est pas grave, faut juste savoir en quoi on est bon, en quoi on est bon. Et puis après, il faut en effet pouvoir gérer les talents et la structure aussi, l'organisation, et ça c'est pas évident. Oui, le build et le run, c'est deux choses complètement différentes. Exactement. Et la structure du capital, la géographie initiale ne ressemble absolument pas à la géographie 5 ans après. Et justement, sur le capital, un des écueils, c'est d'avoir levé trop d'argent. Oui, bien sûr. Quand vous levez trop d'argent, vous avez trop d'actionnaires, vous avez trop d'investisseurs, vous avez trop de devoirs. Et pas assez de contraintes. Et pas assez de contraintes. Et vous êtes moins frugal qu'au début.
Exactement, vous avez moins envie, vous avez moins ce besoin, et on voit pas mal de startups aujourd'hui à être très gourmands. Moi, je le vois chez Iris Capital, on voit passer des dossiers toute la journée, et on voit passer des dossiers de startups qui débutent, vraiment, qui en sont à leur première année, qui ont 1 ou 2 clients, voire pas de clients, et qui nous demandent 10 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites à 6 personnes avec 10 millions d'euros? De quoi vous avez besoin pour 10 millions d'euros? En vrai, vous n'avez pas besoin de 10 millions d'euros. Vous avez peut-être besoin de 1, 2, mais pas 10. Et si vous trouvez quelqu'un qui vous donne 10, c'est une mauvaise personne, parce que vous levez trop d'argent au début, vous avez un investisseur qui est très gourmand derrière, qui demande un énorme retour, et vous allez vous mettre dans une situation de stress et de détresse qui est bien trop dangereuse. Donc ça, c'est un vrai point. Il y a de l'argent, il y en a beaucoup. Mais si vous le levez, il faut qu'il y ait un véritable usage. Attirer, garder les talents, je suppose que c'est un super enjeu. Il y a beaucoup d'argent, mais pour autant, trouver des personnes qui croient en la mission de votre entreprise. Le marché de la tech est ultra tendu en France comme partout ailleurs. Comment ils font? Il faut savoir séduire. Voilà, c'est vraiment d'ailleurs une des qualités que l'entrepreneur doit avoir, savoir séduire pour vendre son produit, mais aussi savoir séduire pour aller chercher des talents, parce que forcément au début vous avez une marque et un produit qui n'est pas du tout connu. Et il faut vraiment pouvoir exprimer sa vision, la mission du produit, et puis créer cette culture forte qui fait que vous allez vraiment créer cette équipe qui va aller au-delà et créer le produit. D'ailleurs, c'est un indicateur quand un entrepreneur lève beaucoup d'argent et n'arrive pas à recruter, c'est mauvais signe. Oui, bien sûr. C'est quoi leur plus grande fierté? En général, c'est leur équipe. Ils nous parlent beaucoup de leurs équipes, de ce qu'ils ont réussi à créer, de la cohésion, des valeurs. Il y a un article qui est sorti il y a quelques jours qui parlait du bénéfice de la culture et des entreprises dans lesquelles, notamment les startups, la culture est plus forte, ont une performance de 200% plus élevée que celle où il n'y a pas de culture. Donc vous n'avez pas forcément besoin de l'écrire. On a des exemples d'entrepreneurs qui nous ont parlé des moments d'écriture des valeurs, mais ce qui est important, c'est c'est comme disait Anne-Sophie, on parle de séduction, mais on parle aussi c'est comme un couple. Hein. C'est facile de se séduire au début, c'est moins facile de se séduire au bout de 10 ans. Et l'entrepreneur a cette mission-là, de faire en sorte que l'équipe reste convaincue. La diversité dans tout ça? C'est un point qui est important. D'ailleurs, c'est un point important aujourd'hui. Il n'y a que 10% de femmes qui entreprennent dans la tech. Mais il y a 30% de femmes qui entreprennent en règle générale en fait, en France. Et on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent dans la tech. D'ailleurs, dans le livre, on a interviewé 30% de femmes pour s'assurer qu'il y ait un maximum en fait, de rôle modèles. Donc on parle de genre, de femmes, d'hommes, mais il y a aussi l'âge qui est important. C'est vrai que dans l'univers des startups, on a tendance à recruter des jeunes. Alors, l'une des raisons évidentes, c'est que ça coûte moins cher. Mais après, il faut aussi s'assurer de pouvoir aussi intégrer des talents qui ont 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, qui sont plus seniors, et de bien vraiment intégrer toutes ces personnes ensemble. C'est vrai qu'on parle de diversité, on parle de mixité. Nous, ça nous fait doucement rigoler quand on parle de diversité, quand on parle des femmes, alors qu'on est 52% sur Terre. C'est les hommes, la diversité. Il ne faut pas l'oublier, messieurs. On est super contents de vous voir, mais on vous accueille dans notre monde. Mais c'est vrai que les femmes ont moins cette envie d'entreprendre. On le voit, les chiffres sont historiques. Il y a rarement eu beaucoup plus que 30% de femmes qui entreprennent. Il s'agit d'être médecin libéral, d'ouvrir une boutique, d'être designeuse. Il y a un peu moins de femmes qui entreprennent. Mais en revanche, quand elles prennent des postes de management et de direction, les entreprises vont vachement bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de se dire, demain, une start-up qui fonctionne, tu as sans doute tout intérêt à recruter du management, comme disait Anne-Sophie, de différents âges, de différents milieux. Il y a aussi une diversité de profils. Les ingénieurs ont tendance à recruter des ingénieurs, les commerciaux ont tendance à recruter des commerciaux. Si vous faites une boîte avec que des commerciaux, votre technologie, elle ne va pas être terrible. Si vous faites une boîte avec que des ingénieurs, il va falloir aller vendre
il y aura peut-être moins de monde. Donc c'est important aussi d'envisager la diversité et la mixité selon tous les angles. Il n'y a pas qu'une question de couleur de peau, il n'y a pas qu'une question de sexe, il y a aussi une question de ce qu'on a apporté à raconter à l'histoire. Et je ne sais pas si vous avez des familles un peu larges. Moi, j'ai une famille assez grande, on est 4 dans la famille. J'ai 3 grands frères, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ils sont tous différents. Et bien pourtant, je passe les meilleurs moments avec toutes ces personnes-là parce qu'elles ont toutes quelque chose de différent à apporter. Et dans une entreprise, c'est la même chose. Et ça, les entrepreneurs qui nous en parlent avec conviction, je peux vous dire que leurs équipes les adorent, parce qu'en général, on a tendance à les vérifier. Quand ils sont dithyrambiques sur leurs équipes et sur leur qualité managériale, on a tendance à faire la petite souris et à aller vérifier dans les équipes si tout va bien. Et en général, ça se passe très bien. Il y a des gens qui vous ont marqué? Il y en a plusieurs. J'aurais envie de donner comme exemple Bertin Nahum qui a fondé MedTech, qui nous a justement pas beaucoup parlé de la mixité âge et qui a fait l'effort, parce que ça a été un vrai effort, de recruter une personne qui avait plus de 60 ans dans ses équipes. Et cette personne, au début, n'a pas été acceptée. Voilà, il a fait beaucoup de travail avec les RH pour faire en sorte que l'équipe accepte cette personne, que cette personne se sente bien, que tout le monde puisse travailler ensemble et qu'il puisse continuer aussi de travailler cette mixité au sein de son entreprise. Moi, j'étais très touchée par Fanny Péchioda, qui est la fondatrice de My Little Paris. Pour ceux qui la connaissent, Fanny parle très très peu. Elle parle très peu aux médias, elle ne prend jamais la parole en conférence. Et au début, on pensait que c'était un peu une espèce de forme de snobisme. En fait, Fanny est mortifiée, elle est super timide. Elle ne parle jamais en public. Elle ne va jamais prendre la parole parce qu'elle considère que sa boîte, ce n'est pas elle. Et c'est une des rares entrepreneurs à nous l'avoir dit. My Little Paris, ce n'est pas Fanny Péchioda, c'est l'équipe, c'est les produits. Et elle nous a parlé parce qu'elle nous expliquait que justement, elle s'était obligée à créer la meilleure des boîtes, à fonder une nouvelle marque tous les trimestres, je crois. Aujourd'hui, c'est une galaxie d'une 15aine de marques, My Little Paris, parce que justement, elle ne pouvait pas se mettre en avant. Donc elle était obligée d'avoir la meilleure des marques, les meilleurs des produits. Et ça, c'est super intéressant de voir qu'une faiblesse peut devenir une force incroyable. Et de la part d'une femme qui a cette honnêteté, cette transparence, c'est ultra touchant. Il y a des choses qui vous ont surpris, vous avez découvert, des choses vraiment marquantes? Je ne sais pas si c'est surpris, mais c'est aussi une réponse à la question d'avant. Mais dans les personnes qui nous ont marqués, j'avais aussi envie d'évoquer voilà, Richard Ollier qui a dû fermer son entreprise Gyroptique et qui l'a bien fait, en fait, qui a vraiment accompagné ses équipes, qui a vraiment passé du temps, si bien que quand il a fermé l'entreprise, 2 semaines après, ses équipes lui ont organisé une soirée surprise. Vous imaginez, il vire tout le monde et c'est quand même fou. Et tout le monde dit merci, merci, merci on a vécu cette aventure ensemble. Merci, c'est pas grave, la fin n'a pas été ce qu'on aurait imaginé, mais merci beaucoup. Aussi, quelque chose qui a marqué, c'est la solitude. Les entrepreneurs sont vraiment très très seuls, et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment voulu faire cet ouvrage, pour que justement on puisse finalement être accompagné par ces 50 coachs, ces 50 personnes. C'est pas facile d'entreprendre et c'est pas facile aussi de se confier. Voilà, c'est vraiment cette solitude. Par exemple, on a un entrepreneur qui nous a avoué parfois devoir s'échapper quelques heures. Il va dire à ses équipes qu'il a un rendez-vous client, mais en fait, il va juste au Louvre, il va faire une petite visite du Louvre, ça lui fait du bien, il se ressource, il reprend un peu d'énergie pour ensuite retourner au bureau. Il y a un truc aussi qui nous a marqué, à un moment donné, on s'est même posé la question de faire un espèce de schéma de grille dans le livre, c'est les ingénieurs et les profils plutôt commerciaux. Sur la base, vous en connaissez tous, on voit un peu les différentes manières de penser les choses. Et nous, on l'a vu, ne serait-ce qu'au moment où on les interviewait. Quand on interviewait les ingénieurs, ils nous posaient des questions sur notre question. La première question, en général, était comment est-ce que vous avez eu votre idée? Qu'est-ce que vous voulez dire par comment vous avez eu? Comment vous avez eu l'idée de l'entreprise? Oui, mais vous voulez dire à quel moment? Donc ils nous posaient plus de questions qu'on leur posait de questions. Et à l'inverse, les profils plutôt commerciaux ont tendance à parler beaucoup plus longtemps de beaucoup de choses. Et puis il faut parfois creuser et chercher à les déstabiliser un petit peu pour avoir un peu plus d'humanité. Et quand ils s'y mettent, les vannes s'ouvrent. Et autant chez les 2 profils, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de parler. Anne-Sophie parle de solitude. Certains nous ont dit, c'est comme si j'avais fait une psychanalyse. On a passé entre 2 et 3 heures avec chaque entrepreneur. Ils nous ont tous dit, c'est génial parce que j'ai pu dire des choses que je n'avais jamais dites.
promis, vous n'allez pas les écrire, alors qu'on a des pages entières, avec écrit en énorme, ne pas révéler, qu'on emportera sans doute dans nos tombes. Mais leur avoir donné ce moment de liberté, de sincérité, ça nous a fait du bien aussi. Mais vraiment, les deux profils, c'est à mourir de rire. Et maintenant que je travaille chez Eris, on a une cinquantaine d'entrepreneurs dans notre portefeuille dans 11 pays différents. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que les Français sont différents des autres. Pas du tout. Quand je travaille avec des entrepreneurs, ingénieurs en Turquie ou en Corée, ils sont exactement comme les Français. Le profil vraiment ingénieur, technicien, qui a une passion pour le produit, et celui qui a plutôt une passion pour le promouvoir, ce sont deux personnalités ultra différentes. Et c'est génial, parce que quand ils travaillent ensemble, vous avez le meilleur produit vendu par la meilleure personne, et promu, et vous arrivez à une société unique. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces entrepreneurs? Et au bout d'un moment, il y a la mauvaise nouvelle de je ferme ma société. Les autres vendent. Qu'est-ce qu'ils deviennent après, en général? Ce qui est difficile, en effet, c'est l'après. C'est une partie du chapitre. Et qu'est-ce qui se passe après, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui prévoient ça, qui ont tellement peur du vide qu'avant de vendre, avant de faire quoi que ce soit, ils vont prévoir leur prochaine aventure. On a l'un d'entre eux d'ailleurs qui avait promis à son épouse, après la vente de la société, de partir 3 mois en vacances. Il est finalement parti qu'une semaine, parce qu'il était vraiment pressé de faire son nouveau projet. Il y en a d'autres qui prennent le temps de se poser les bonnes questions. C'est du temps aussi qu'ils vont donner à d'autres entrepreneurs. C'est le cas de Richard Orlier de Giroptique. Il y en a encore d'autres qui vont travailler dans une entreprise. Donc on a le cas d'Alexandre en fait, de Melty, Alexandre Malch, qui travaille chez Quicksilver. On a Meryl Job qui a fondé Vidressing, qui travaille chez Amazon. Voilà, donc ils sont en entreprise et puis peut-être qu'après ils vont créer une autre entreprise. Après on a aussi le cas de je me fais racheter et je travaille pour l'entreprise qui m'a racheté. Hugues Lebret, exactement. Ouais. Voilà, et on a vraiment... La semaine dernière, on a eu deux actualités, enfin 3 belles actualités en France. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mardi, Blablacar a annoncé une grosse levée de fonds et un rachat de Webus. Donc c'est marrant parce qu'on avait interviewé Fred à l'époque. Il nous parlait du fait qu'il était considéré comme concurrent de la SNCF, ainsi que Marion Carrette qui a créé Wicar. Et d'ailleurs, la SNCF a fini par adopter le Oui de Wicar pour toute sa gamme. Aujourd'hui, si vous tapez... 8 trains sur Google, vous allez arriver sur Voyage SNCF. Donc c'est super intéressant. Il y a ces fusions, donc ça c'était le mardi. Mercredi, Seb a racheté 750 grammes, qui est un site de recettes et de contenu. Et jeudi, Fred Potter a vendu Netatmo à Legrand, qui était son partenaire historique. Donc si on devait demain rééditer le livre, on va dire que sur 50 entrepreneurs, on a peut-être une... Puis, il y en avait pas mal qui ont bougé. Olivier Mathieu, qui dirigeait Rakuten, est parti. Donc si on devait le rééditer, on va dire qu'on a une dizaine d'entrepreneurs qui ont changé de profil. Et c'est génial, parce qu'en fait, si on réécrivait le livre tous les ans, on en aurait peut-être que tout le monde va changer, tout le monde va évoluer, grandir, fusionner, partir, faire autre chose. Et c'est génial. Ça bouge très vite. Ça bouge ultra vite, et ça bouge dans des choses qui sont positives. Ce qui est intéressant aussi, je voulais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide entre eux. C'est vraiment un point intéressant du livre. Ils se connaissent, ils se voient? Ils se connaissent ou ils se demandent à se voir. Typiquement, Paulin, quand il a créé Drivey, il est allé voir, il a contacté Frédéric Mazella, qui ne le connaissait pas, en disant voilà, bonjour, je vais créer Drivey, toi tu as créé Blablacar, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, il y a vraiment comme ça une chaîne en fait d'entrepreneurs qui s'aident entre eux et qui se donnent des conseils. Et c'est ça aussi la French Tech. Petite question, la dernière question est un peu provocatrice. Vous n'avez pas envie d'entreprendre? Alors, c'est Anne-Sophie qui le dit mieux, mais quand on a créé ce livre, au début, on pensait qu'on allait écrire un livre. En fait, on a monté une boîte, parce qu'entre le fait de faire les prototypes, qu'il a fallu vendre à des éditeurs, le fait d'interviewer les entrepreneurs, c'est-à-dire la création même du produit, le fait de taper le produit, donc de le coder finalement. Derrière, il a fallu le promouvoir, il a fallu le mettre en forme, il a fallu le vendre. Donc c'est comme si on montait une boîte. Bien sûr. Après, moi j'avoue que j'ai pas forcément d'envie entrepreneuriale, j'adore aider les entrepreneurs, mais je crois que, je sais pas pour Anne-Sophie en tout cas. Non, comme le dit Emmanuel, c'est vrai que c'est déjà un projet entrepreneurial en soi. En tant que tel, oui. Voilà, en tant que tel. C'est vrai que de rencontrer tous ces entrepreneurs, ça donne une énergie qui est incroyable. C'est vrai qu'en fermant, en lisant la dernière page du livre, on a envie d'entreprendre. Après, voilà, comme on le disait,
Si on le fait, voilà, c'est pour régler un problème et il faut le faire au bon moment et avec les bonnes équipes. Oui, et puis il y a la solitude, la difficulté. Enfin, ils sont frappés d'amnésie sur les difficultés qu'ils ont rencontrées et ils n'ont pas beaucoup d'occasions de s'épancher sur celles-ci et ils gardent plutôt le meilleur et ils en parlent aussi. Hein, donc, mais oui, c'est un parcours difficile. Je vous encourage, avant de passer aux questions-réponses, vraiment à aller les voir sur leur stand. C'est un bouquin super rafraîchissant. On apprend plein de choses. Vous êtes là jusqu'à 14h ? On est là pendant toute l'heure du déjeuner et en fait on a un libraire local qui est là, qui est au rez-de-chaussée. Voilà, donc, en bas, dans la nef. Vous pouvez acheter l'ouvrage s'il vous intéresse et vous pourriez même avoir une petite dédicace de notre part. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur, là ? Ils ont qu'un seul micro. La question, elle est pour le fondateur de Xebia. Est-ce que du coup, il se reconnaît dans un certain nombre des portraits du livre et qu'est-ce qu'il peut partager par rapport justement à la solitude, etc. Complètement. Alors moi, j'ai écrit un bouquin qui n'a pas du tout cette ambition-là. C'est tout petit, mais j'ai reconnu beaucoup de choses. Ouais, entreprendre, c'est dur. Hein. J'ai démarré, mais vraiment, enfin, c'est l'image d'Épinal. J'ai démarré dans mon garage il y a 14 ans. C'était difficile. Je ne me suis pas payé pendant 2 ans. J'ai eu des insomnies sur le fait de ne pas pouvoir payer mes salariés. J'ai même emprunté de l'argent au groupe fondateur avec une préemption des titres si je ne les remboursais pas. J'ai eu des trahisons parce qu'un départ, c'est une trahison. J'ai des gens qui n'ont pas été clean, mais globalement, j'ai fait des belles rencontres. En fait, il s'agit de rencontres. Intégrer la différence des profils, une entreprise, c'est fait d'hommes et de femmes complètement différents. On est tous bons dans un domaine en particulier. Et le rôle du boss de la boîte, c'est d'être le bon chef d'orchestre et de faire que ces talents-là soient tous synchro pour suivre quelque chose. Moi, je crois beaucoup, il parlait de problèmes, je crois beaucoup dans la théorie de Simon Sinek sur les Golden Circles. En fait, les gens qui travaillent dans une entreprise, ils ne travaillent pas pour ce qu'elle fait, mais le pourquoi elle le fait. Et donc nous, chez Xebia, c'est du logiciel de très haute qualité et je pense que tous les Xebians se lèvent tous les matins pour ça, c'est ce qui les motive. Et le rôle d'un patron de boîte, c'est de renforcer cette mission en interne comme en externe, en permanence. Mais oui, c'est dur, mais en même temps, j'ai connu cette solitude, j'ai connu des grandes joies. L'option de sortie, l'actualité l'a faite là récemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on rejoint le groupe Publicis Sapient. Je n'étais pas vendeur, on est hyper dragué par toutes les ESN de France et de Navarre depuis des années. J'ai toujours balayé d'un revers de manche toutes ces propositions parce que je ne m'y reconnaissais pas. Et puis je pense que j'aurais perdu tous les Xebians. Et là, lorsqu'il s'est agi d'avoir un cabinet de M&A en UK qui m'appelle et qui me dit c'est Publicis, j'ai dit Publicis. J'ai cherché à comprendre et j'ai trouvé un sens, j'ai trouvé une suite logique de Xebia qui est une petite PME de 180 personnes va pouvoir, parce qu'on lui demande, faire une acculturation complète au niveau du groupe parce qu'ils nous ont vraiment acheté pour ça. Et moi, je ne suis pas loqué du tout, je n'ai pas d'earn-out, je n'ai pas de retention package, etc. Et je leur ai dit, je ne resterai que s'il y a cette belle mission qui continue. Et c'est le cas. Et lorsqu'on a fait l'annonce, on a fait l'annonce en interne le 22 octobre. Alors on était tous face aux salariés. Hein. On a assumé le codir. Je ne suis pas moi tout seul qui suis intervenu. J'ai onboardé toutes les personnes dans cette aventure. Et un symbole très très fort, un des DA de Xebia, l'après-midi, est allé dans son bureau. Il a pris le logo Xebia et il l'a animé pour le transformer en Publicis Sapient. Le lendemain, il y avait des Xebians qui appelaient les gens de Publicis Sapient en disant « Le mois du Kotlin, on va l'organiser chez vous demain. » Enfin, c'est... Voilà. Donc c'est plein de joie. C'est plein de joie. La sortie est importante. Il faut en être fier. Il faut sortir par le haut parce qu'il y a toujours une sortie. Sauf à ce qu'on soit frappé de népotisme parce que ses enfants veulent vous succéder, mais ce n'est pas du tout le cas des miens. Ils se construisent par opposition par leur père et l'informatique, ça ne les branche pas du tout. Pour autant, j'ai remarqué chez les deux cette superbe énergie des jeunes. Nous, on avait une aversion au risque. Eux, ils ne l'ont pas du tout.
Ils n'ont pas peur d'entreprendre, ils n'ont pas peur de se planter, ils ont tellement d'exemples de réussite. Ce sont des citoyens du monde, ils sont plus ouverts, ils sont dans la diversité, l'acceptation de la différence, etc. Je trouve que la génération montante est top, quoi. Voilà. Je suis très bavard parce que c'est un sujet passionnant. Si on regarde l'évolution, pour être proche du milieu de la tech, moi je suis à la fourchette, donc on a été racheté. Si on regarde, moi ce qui m'intéresse, c'est voir si l'écosystème change. On voit très bien, et je suis d'accord avec Emmanuel, tout ce qui est seed money, coaching, c'est un milieu qui est très ouvert. Les gens partagent et il est simple de démarrer, d'avoir quelque chose sans problème. Et la problématique qu'on avait, et je suis un peu plus loin parce que maintenant on travaille plutôt avec notre actionnaire principal, la transformation au moment où on a un modèle qui marche, un modèle sound, et là, faire des levées 50, 70, 100, qui sont très simples aux US par exemple, pour un marché qu'on suit. Est-ce que c'est toujours compliqué pour les entrepreneurs français? Et est-ce qu'ils sont accompagnés aussi? On voit aussi que la problématique, on en parlait avec Hugues tout à l'heure, sur le coaching, sur comment gérer ça, c'est là où on a du mal encore, moi ce que je perçois en tout cas, de ma fenêtre, sur cet aspect-là, sur la French Tech. Alors, sur la partie des levées, il y a une espèce de levée de bouclier actuelle sur les entrepreneurs français qui disent qu'il n'y a pas d'argent en France ou en Europe pour aller au-dessus de 50 ou 60 millions. Moi, je suis rentrée chez Iris Capital il y a 1 an et demi. On m'avait dit qu'on investissait entre 1 et 30 millions auprès d'entrepreneurs. Et l'écosystème m'a dit, ouais, c'est surtout un. Première levée de fonds qu'on a annoncée, on a annoncé une levée de fonds à quasiment 60 millions qu'on a l'idée. Bizarre. Il y a de l'argent finalement. En fait, il y a de l'argent parce que c'est une boîte qui a les ambitions. Donc, je ne dis pas que... Alors, ne venez pas tous me demander 30 millions, je ne les ai pas tous. Hein. Mais il y a des fonds en France, il y a des fonds en Europe qui ont ces moyens-là. Un des vrais sujets, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Quand vous avez Blablacar qui lève 100 millions, mais qui est présent dans une trentaine ou une quarantaine de pays, oui, il y a un intérêt. Mais beaucoup de levées de fonds, il y a des vraies questions qui se posent. Qu'est-ce que vous allez vraiment en faire? Mais si vous voulez plus d'argent, effectivement, les personnes avec qui vous avez levé des fonds au début en France comptent beaucoup. Je vous donne un exemple. On a un entrepreneur qui est Jérôme Leca de Scality, qui est dans l'ouvrage et qui est chez Iris Capital. On a travaillé avec lui sur sa levée de fonds aux États-Unis. Parce que le fonds Iris Capital est un fonds européen et un fonds international. Donc on a eu l'opportunité de lui présenter des investisseurs étrangers. Donc quand vous allez lever de l'argent au tout début, certes il y a l'argent de BPI France, il y a l'argent de la région, il y a tout cet argent-là qui est, je ne dis pas qu'il est facile, mais si votre boîte est bonne, efficace et si vous avez un bon plan, vous allez pouvoir y arriver. Mais l'argent qui est derrière, si vous prenez un fonds qui est mono-secteur, mono-pays, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir vous aider à aller ailleurs. Si vous prenez un fonds qui a cette capacité, qui a ces connexions dans d'autres pays, il n'y a pas qu'Iris, il y en a plein. Vous pouvez prendre quasiment tous les 10 plus gros du marché, ont tous des connexions dans d'autres pays. Si vous allez prendre le bon fonds au départ, il va vous amener des copains qui viennent d'Asie, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent des États-Unis, puisqu'il n'y a pas que les États-Unis. Aujourd'hui, les plus grosses levées de fonds, c'est SoftBank. Ce n'est pas vraiment des Américains, donc il ne faut pas l'oublier. Mais vous avez tout cet argent-là qui va pouvoir venir si vos fonds de départ sont assez bons avec eux et croient en vous. Après, la France a une spécificité qui est celle du leveur de fonds. Moi, quand je suis rentrée chez Iris, j'étais persuadée que tout le monde avait un leveur de fonds. Je veux dire, en France, quasiment toutes les levées après les sites se font par leveur de fonds. C'est le seul pays au monde. On a autant de leveurs de fonds, parce que justement, les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés, et qu'en France, ils le sont par un leveur de fonds. Mais vous parlez de votre cabinet de M&A, il y a plein d'organismes spécialisés, qu'il s'agisse de, typiquement, le hub de BPI France va pouvoir vous aider à faire votre levée de fonds en B, C, et ainsi de suite. Vous avez plein d'organismes, plein d'anciens dirigeants qui peuvent vous aider et vous conseiller sur ces sujets-là. Votre leveur de fonds est super bon, mais en général, il est franco-français, puisque c'est une spécificité locale. Donc il faut aussi penser à aller voir ailleurs. Et plus on aura d'entrepreneurs qui arriveront à une taille critique, et ça c'est assez fort, plus ils vont pouvoir vous donner des conseils. Je pense que si, peut-être que cette semaine Frédéric Mazella est un peu occupé, mais je pense que si vous allez le voir dans 2-3 semaines en lui disant, voilà, j'ai une société qui a fait une levée, alors en série A, en série B, c'est du super jargon. En gros, ça veut dire première levée de fonds avec des fonds d'investissement, deuxième levée de fonds, c'est assez simple, A, B, C, D, E, ça va jusqu'à sans limite. Quand vous êtes à votre deuxième, troisième levée de fonds, que vous cherchez à aller lever entre 10 et 25 millions d'euros, allez voir des entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Ce seront les meilleurs conseils. Ils pourront vous parler d'écueils aussi, et du fait de prendre des fonds d'investissement qui sont dès le départ ultra ciblés,
qui ne pourront pas vous présenter, ou alors ils les auront vaguement vus à un événement, mais allez voir des fonds et des spécialistes qui sont multi-pays, vous allez pouvoir devenir multi-pays. Je confirme, nous j'étais actionnaire et fondateur d'un éditeur de logiciels qui s'appelle Xebia Labs et il s'était agi de lever des fonds. Alors on a essayé en Europe, déjà les valos n'avaient aucune commune mesure avec ce qui se passait aux US et la couleur de l'argent était hyper importante en fait. Savoir chez qui on va lever et son réseau vous permet de gagner du temps. Si c'est juste un private equity avec un TRI de malade, ça ne va pas apporter grand-chose à l'entreprise. Par contre, l'accompagnement, le réseau, les gens qui connaissent, ça a été pour nous un game changer. Et du coup, on a même levé avec une valo inférieure parce que ce fonds-là nous plaisait. Et il nous a accompagnés jusqu'à la sortie, à la session. Et c'est eux qui ont trouvé les acheteurs. Mais d'ailleurs, on voit à l'inverse, c'est les talents. Ce qui est le plus dur, c'est de recruter les talents. Et quand on est un talent et qu'on recherche à aller dans une start-up, la première chose qu'on regarde, c'est chez qui ils ont levé. Merci. Et voilà, donc dans tous les cas, voilà, c'est vraiment un marqueur. D'autres questions? Et puis, d'ailleurs, sur le sujet des valorisations, les valorisations sont plus faibles en Europe, mais c'est parce que les exits sont plus faibles en Europe. Oui, en fait, c'est pas magique. Hein. Quand vous avez des groupes corporate qui ne veulent acheter que des boîtes, que des startups qui ont 1 an, 2 ans ou 3 ans parce que c'est moins cher, forcément, votre valorisation, elle est faible. Donc, c'est toujours la poule et l'œuf. Si vous levez 200 millions d'euros et que vous êtes valorisé 800 millions d'euros et que personne ne veut vous racheter, vous allez tomber comme un grand. Oui, et puis il y a une grosse clause de ratchet derrière qui fait que vous repartirez une main devant, une main derrière. Et voilà, c'est possible. Mais il ne faut pas lever trop si vous n'avez pas de marché, si vous n'avez pas d'exit. Si vous étiez à la fourchette, je pense que vous avez une vague idée de qui pouvait vous racheter. Vous vous êtes pas dit, c'est dégueulasse, je ne suis pas valorisé 300 millions. Mais personne ne peut vous racheter 300 millions, donc ça n'a pas de sens. Bonjour, y a-t-il un changement générationnel de profil entre les entrepreneurs, entre des gens qui, à une époque, c'était des gens qui se faisaient un peu par eux-mêmes, des petits débrouillards, et des gens maintenant qui sortent d'écoles de commerce et qui ont appris ça, notamment les séries A, série B, série C. Et s'il y a un changement générationnel, qu'est-ce que ça peut engendrer comme type de nouveau profil d'entreprise ou de start-up? Donc en effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui entreprennent tôt. Voilà, c'est ce qui est bien en fait. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, voilà, déjà ils ont plus de modèles, hein, donc des modèles de personnes qui ont réussi, moins réussi. On a moins peur de l'échec. Ils ont plus confiance en eux aussi, je trouve. Et c'est vrai qu'avant, on se disait, faut que je fasse au moins 15 ans dans une entreprise, 20 ans dans une entreprise, avant d'être entrepreneur. Cela dit, nous, ce qu'on a pu voir en interviewant plein de profils différents, des personnes qui avaient créé dès la sortie de l'école, des personnes qui avaient créé après 20 ans, 25 ans d'expérience, il est quand même préférable de créer son entreprise quand on a quelques années, je ne dis pas 20 ans, mais en tout cas quelques années d'expérience, tout simplement parce qu'en fait, on va aussi découvrir ce que c'est que le monde de l'entreprise. Et quand on est dans une grande entreprise, en fait, on voit aussi un peu différents modèles. Enfin, on va voir ce que c'est que, finalement d'être un RH, qu'est-ce que c'est d'être un directeur marketing, qu'est-ce que c'est d'être un directeur de vente. Et aussi, c'est le réseau. C'est le réseau qui va vous permettre d'aller attirer des talents, c'est le réseau qui va vous permettre d'aller chercher plus d'argent, et c'est le réseau qui va vous permettre aussi d'aller vendre vos produits. C'est vrai que les parcours académiques, aujourd'hui, onboardent pas mal de tracks entrepreneuriat, ce qui était vraiment complètement inexistant avant. Ça a changé clairement quand on regarde les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, la plupart ont un 3e cycle qui est sur l'entrepreneuriat. Donc clairement, Alors c'est marrant parce que sur ces écoles-là, celles qui, entre guillemets, font sortir les meilleurs entrepreneurs, c'est un point il y a une espèce de tabou en France. Attention, je vais lever un tabou, vous êtes prêts? La pratique de l'anglais. Oui. Il y a beaucoup de tracks entrepreneurs qui sont 100% en français. Et on vous explique qu'il faut aller lever beaucoup d'argent pour aller à l'international. Et nous, on le voit chez Iris, on le voit dans pas mal de compétitions de pitch de start-up. Quand on demande aux entrepreneurs de passer en anglais, il n'y a plus personne. C'est le désastre. Et c'est une catastrophe. Et comment vous pouvez aller ouvrir des pays, comment vous pouvez aller vous vendre dans 15 pays différents si vous n'êtes pas capable de communiquer avec votre futur directeur du pays? Parce que vous ne parlez pas bien anglais, que vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas pouvoir expliquer votre produit. Donc il y a plein d'écoles qui le font. Les meilleurs sont ceux qui ont le courage de faire ces formations-là avec beaucoup de pratiques de l'anglais. Parce que, mine de rien, si vous ne savez pas parler anglais, vous n'y arriverez pas à l'international. C'est tout simple. Allez les visiter sur leur stand. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci.